Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode, donc notre podcast qui est dédié, qui s'adresse aux professionnels de la santé mentale. Bonjour Linda et bonjour à tous et préparez-vous aujourd'hui à plonger dans les profondeurs de nos cerveaux et de nos émotions. Absolument. Donc nous allons aujourd'hui aborder un ensemble de thèmes très riches. On va parler des bases neurologiques des émotions, on va parler du système limbique, du système nerveux autonome et on va parler de comment les émotions et les sensations corporelles s'articulent et on va parler après un peu aussi de l'alexithymie et comment la conscience interoceptive a des liens avec des troubles psychologiques. Et puis peut-être quelques réflexions sur la prise en charge aussi par les TCC et les émotions. Un menu copieux, en effet. Nous essayerons de garder un fil rouge qui relie ces différents éléments entre eux afin de montrer comment une bonne connaissance du fonctionnement cérébral et corporel peut grandement éclairer notre pratique clinique. Exactement. Alors commençons de suite par la base. Pourquoi parle-t-on autant des émotions en consultation? Parce que les patients qui viennent en consultation, en fait, ils souffrent de troubles émotionnels ou des plaintes émotionnelles en tout cas. On peut se plaindre d'être trop triste, d'être trop en colère, d'être trop anxieux ou trop phobique ou la panique ou toute autre émotion. Et derrière ces émotions, il y a aussi des processus cérébraux bien spécifiques qui finalement il est essentiel et pertinent de connaître. Alors Linda, je te laisse le privilège de nous plonger dans ce rouage interne. Le système limbique, par exemple, c'est un peu le QG de nos émotions, non? Effectivement, donc le système limbique, c'est la zone du cerveau qui est la plus fortement impliquée dans les émotions. Mais le système limbique ne fait pas que ça. Il est aussi impliqué dans la mémoire, dans l'apprentissage. Et donc, ce système limbique qui est une région qui est composée de plusieurs structures, on va trouver l'hypothalamus, le thalamus, l'amygdale et l'hippocampe. Donc, l'hypothalamus, c'est celui qui va signaler l'activation du système nerveux sympathique. Donc, c'est un aspect dont nous parlerons un peu plus tard lorsqu'on va détailler le rôle du système nerveux autonome. Le thalamus, c'est le grand centre de relais sensoriel. Donc, le thalamus envoie des signaux vers l'amygdale, mais aussi vers les régions corticales supérieures pour un traitement conscient. Et puis, donc, l'amygdale, c'est la structure clé dans l'analyse de menaces et dans la régulation de la peur et de l'anxiété. Et puis, il y a l'hippocampe qui intègre l'expérience émotionnelle et à la cognition, et donc qui va jouer un rôle majeur dans tout ce qui est formation de souvenirs. On peut dire, Linda, que tout ce beau monde coopère pour générer nos réponses émotionnelles. La preuve, dès qu'on aperçoit un stimulus potentiellement menaçant, notre organisme réagit souvent avant même qu'on ait le temps de réfléchir. Par conséquent, il est désormais établi que les émotions jouent un rôle central dans le processus d'apprentissage, aussi bien pour les expériences à valence positive que négative. La forte charge émotionnelle, Linda, associée à un événement facilite sa consolidation en mémoire, ce qui explique notamment la persistance marquée des souvenirs traumatiques. Dans ces derniers cas, l'intensité émotionnelle engendre un apprentissage accentué du danger. Nous pouvons dire que ces régions cérébrales, faisant partie du système limbique, coopèrent pour générer et sous-tendre nos réponses émotionnelles. D'ailleurs, dès qu'on perçoit un stimulus potentiellement menaçant, notre organisme réagit souvent avant même qu'on ait le temps de conscientiser. Exactement. Prenons l'exemple d'une personne, on va dire Tom, qui voit un serpent venimeux. Avant même d'avoir une pensée rationnelle du type « Tiens, voilà, un serpent, est-il venimeux ?» Alors, son amygdale, à Tom, a déjà tiré la sonnette d'alarme et a déclenché la peur
Et donc, la peur qui va inciter Tom à agir. Donc, je ne sais pas ce qu'il fera Tom, mais spontanément, on va avoir tendance à fuir lorsqu'un stimulus menaçant apparaît. Hein. Oui, nous avons cette incroyable réactivité face au danger imminent. Mais ce n'est pas simplement binaire. Le système limbique n'est pas seulement le siège de la peur ou de l'anxiété, il module également d'autres émotions et nous permet de catégoriser une émotion comme agréable ou désagréable. Tout à fait. Sur la base de cette catégorisation, différentes substances neurochimiques comme la dopamine, la noradrénaline ou la sérotonine fluctuent. Donc la dopamine, elle est associée au plaisir, alors que la noradrénaline à la peur et la sérotonine à la tristesse. À la tristesse. Donc, c'est ainsi que nos niveaux d'activité cérébrale changent et influent sur nos mouvements, nos gestes, nos postures, bref, sur tout notre comportement. Alors, je trouvais l'amygdale particulièrement fascinante. On la compare souvent à la tour de contrôle de la peur. Elle reçoit des informations sensorielles et détermine si c'est dangereux ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que l'amygdale n'est pas la seule à faire les frais du stress du trauma. L'hippocampe est aussi très vulnérable au stress chronique. Le stress chronique altère effectivement la plasticité synaptique de l'hippocampe. Cela se traduit par une diminution de la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones, et une réduction des connexions synaptiques. En d'autres termes, notre hippocampe fonctionne un peu au ralenti, ce qui peut grandement perturber les apprentissages et les consolidations de la mémoire. Et l'une des raisons majeures de cette vulnérabilité se trouve dans la forte concentration de récepteurs aux glucocorticoïdes dans l'hippocampe. Donc, le cortisol, qui est l'hormone du stress, peut y avoir un effet très délétère. Donc, une exposition trop prolongée à un taux élevé de cortisol est susceptible de provoquer une atrophie, donc une diminution hippocampique, donc qui est observable par l'imagerie cérébrale. Donc, si je passe mon temps à stresser, alors je risque non seulement de perdre en volume hippocampique, mais aussi d'avoir plus de mal à encoder des nouveaux souvenirs. Et ça nous amène directement à la corrélation avec les troubles psychiatriques. Les études en neurosciences montrent que les individus souffrant de troubles de stress post-traumatique, de dépression majeure ou d'anxiété généralisée présentent souvent un rétrécissement de l'hippocampe. Et donc cela, ça peut se traduire par une hypermnésie émotionnelle sélective, donc c'est-à-dire qu'on se souvient de façon extrêmement vive des expériences traumatisantes et en contraste, on va avoir une difficulté à se remémorer des éléments plus neutres. Donc il y a aussi ce phénomène d'hypervigilance où le cerveau il a du mal à désactiver sa réponse sa réponse de peur face à des stimuli pourtant inoffensifs. En plus de cette hypervigilance, on constate souvent une perturbation dans le traitement de l'information, que ce soit dans les relations sociales, au travail et dans toute autre situation qui va nécessiter une régulation émotionnelle flexible. On constate qu'un stress aigu, modéré, peut au contraire améliorer temporairement la consolidation mnésique. Par exemple, quelqu'un sous légère pression avant l'examen peut mieux retenir sa leçon. Le stress aigu libère le cortisol et l'adrénaline, ce qui peut vous booster la vigilance et la mémorisation sur une courte période. Mais hélas, quand ce stress devient chronique, on observe l'effet inverse. Une altération durable des circuits hippocampiques et donc une diminution de nos capacités cognitives et émotionnelles. Mais il y a de l'espoir. Des traitements pharmacologiques ou des psychothérapies comme la TCC peuvent inverser ce processus.
On a observé des améliorations du comportement, mais également une augmentation du volume de l'hippocampe chez des patients souffrant de stress post-traumatique après traitement. Donc voilà qui montre que la plasticité du cerveau est toujours à l'œuvre et qu'il n'est jamais trop tard pour aider les patients à réparer ou du moins remodeler certaines fonctions neuronales. Alors maintenant, parlons d'un autre ensemble d'acteurs décisifs, le système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome fait partie du système nerveux périphérique et il fonctionne de manière involontaire. En gros, c'est ce qui gère nos organes internes et nos glandes, nos pouls, nos pressions artérielles, notre respiration. Et quand on dit involontaire, c'est bien ça. On ne décide pas consciemment d'accélérer son cœur lorsqu'on a peur. Tout à fait. Et le système nerveux autonome, il peut être subdivisé en deux branches. On va avoir le système nerveux sympathique, donc c'est celui qui va s'activer dans des situations d'urgence. Donc c'est la fameuse réponse de combat ou de fuite, où là on va avoir une production d'adrénaline, augmentation du flux sanguin vers les muscles, une accélération cardiaque. Et puis, donc, il y a le système nerveux parasympathique, celui qui fonctionne plutôt dans des moments de repos et qui va aider à économiser, à restaurer l'énergie. C'est là où on va avoir une augmentation de la digestion. Il va diminuer le flux sanguin, donc le flux sanguin qui va vers les muscles. Et l'interaction constante entre ces deux systèmes, Linda, maintient notre corps en équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Lorsque le danger est écarté, le corps se remet au calme grâce au parasympathique. Exactement. Les troubles anxieux, par exemple, sont souvent marqués par une hyperactivation du système sympathique, alors qu'une bonne partie de travail thérapeutique consistera donc à activer davantage le système parasympathique à travers des techniques de relaxation, de respiration contrôlée, etc. Il ne faut pas oublier non plus le système d'activation réticulaire, le SAR, qu'on appelle parfois réticulé activateur. Il ne faut pas oublier non plus le système d'activation réticulaire, le SAR, qu'on appelle parfois réticulé activateur, ou RAS aussi en anglais. C'est un vaste réseau de neurones qui traverse plusieurs zones du cerveau et gère notamment l'éveil, la vigilance, le sommeil et le contrôle de certains réflexes. Oui, et on pense que ce système active d'abord le cortex, puis le maintient dans un état de vigilance. Donc, ainsi, les informations sensorielles et émotionnelles peuvent être interprétées efficacement. Ce système va donc jouer aussi un rôle dans l'orientation de notre attention vers des objectifs, donc dans la gestion des réponses face aux événements. En autre terme, c'est un peu notre veilleur de nuit interne, toujours prêt à sonner l'alarme quand il se passe quelque chose d'important dans notre environnement. Absolument. Et tout ça se recoupe avec notre sujet principal, les émotions. Quand un stimulus est jugé menaçant, alors le système activateur réticulaire contribue à nous garder en état d'alerte maximale, renforçant ainsi l'action du système nerveux sympathique et l'implication du système limbique. Maintenant qu'on a planté le décor neurologique, Linda, parlons un peu de cette fameuse idée, les émotions sont dans le corps, les pensées dans la tête, qui est un postulat fort qu'on retrouve en TCC. Les thérapeutes en TCC insistent souvent sur la nécessité de distinguer ce qui relève de l'émotion, et donc des sensations corporelles, de ce qui relève de la pensée, idées, images mentales et croyances. On sait bien qu'il existe un lien étroit entre nos émotions et nos sensations physiques. La gorge qui se serre, le corps qui palpite, les mains moites, etc. D'ailleurs, notre langage courant regorge d'expressions pour illustrer ce lien. Avoir le corps brisé, des papillons dans le ventre, des frissons dans le dos, etc. Oui, et c'est pourquoi en TCC, on utilise fréquemment des exercices d'auto-enregistrement où la personne est amenée à
enregistrer quotidiennement ses ressentis et ses pensées et ses comportements aussi d'ailleurs. Donc, le patient, il va être invité à observer dans une situation problématique et puis il va décrire ses sensations corporelles, il va nommer son émotion et noter ses pensées automatiques. Tu sais qu'il y a des chercheurs qui ont montré que chaque émotion est associée à un pattern de sensations corporelles spécifiques. Oui, j'ai lu l'article, c'est très intéressant. Ils ont utilisé une méthode scientifique d'auto-évaluation topographique. Il y a eu 700 participants issus de divers pays et ces participants, ils ont décrit leurs ressentis, leurs sensations dans le corps pour les différentes émotions. Et donc, chaque émotion, que ce soit la tristesse, la peur, la colère, la joie, la surprise, le dégoût, mais aussi des émotions plus complexes comme la honte, la culpabilité, même l'amour ou la jalousie, présentent en fait un schéma ou on va dire une topographie cohérente de sensations corporelles. Les analyses statistiques ont confirmé l'indépendance de ces topographies. Elles indiqueraient qu'il existe une représentation universelle de nos émotions dans le système somatosensoriel sous forme de cartes somatotopiques. Concrètement, ça veut dire que la perception des changements corporels induits par une émotion jouerait un rôle crucial dans la génération consciente de cette émotion. Si on regarde la silhouette, on peut le constater. Je vous invite à prendre connaissance de l'article qui est en annexe de ce podcast pour prendre connaissance en fait de comment ils ont réalisé cette recherche. Donc le lien vers l'article va être, on va le mettre dans le descriptif. Donc en thérapie, prendre conscience de ces patterns, c'est très utile. On peut par exemple guider un patient à repérer comment son corps réagit à la colère, mais aussi à la joie ou à la honte. Donc cette conscience qui peut devenir très fine est un levier pour mieux gérer ces impulsions comportementales qui découlent des émotions. Ça rejoint ce que nous disions. Si on veut changer un comportement, il faut d'abord apprendre à repérer ce qui se passe dans le corps et l'esprit. Et oui, et cette conscience des sensations physiologiques est un moyen puissant pour explorer et comprendre nos émotions. Donc, avec l'habitude, les patients parviennent à faire des liens entre leurs sensations et leurs émotions, et puis aussi leurs pensées, ce qui donne davantage de contrôle sur leurs réactions comportementales. Et cela peut même nous aider à mieux comprendre des mécanismes de fuite ou d'évitement dans l'anxiété ou encore des comportements impulsifs dans la colère. Alors, abordons maintenant l'alexithymie. Donc, pour rappel, l'alexithymie est une difficulté à identifier, comprendre et exprimer ses émotions. Les psychanalystes Némia et Sifnios l'ont décrite pour la première fois dans les années 70. Le mot vient du grec et signifie « absence de mots pour les émotions ». Certaines études estiment que 10% de la population générale pourrait être concernée, ce qui n'est pas négligeable. Exactement. Et les personnes alexithymiques ont du mal donc à reconnaître et à nommer ce qu'ils ressentent, donc à nommer leurs émotions. Elles peuvent aussi avoir du mal à distinguer une émotion d'une sensation physique. Par exemple, il y avait un patient, Thomas, qui disait « j'ai mal au ventre » quand en réalité, il était anxieux sans pouvoir identifier en fait qu'il s'agissait bien de l'anxiété. Et cela impacte forcément les relations interpersonnelles puisqu'il devient plus compliqué de communiquer ou de comprendre les émotions de l'autre. D'ailleurs, l'alexithymie est associée à une empathie réduite. Et tu savais qu'il existe deux types d'alexithymie. Il y a l'alexithymie primaire, donc qui est présente depuis l'enfance. C'est considéré comme un trait de personnalité stable. Et puis, on va avoir l'alexithymie secondaire, voilà, qui résulte généralement d'un évitement traumatique ou d'un trouble spécifique, donc comme un trouble de post-traumatique ou un épisode dépressif majeur aussi. J'ai toujours trouvé intéressant de voir
à quel point les normes culturelles et sociales influencent l'expression émotionnelle. Effectivement, dans certaines cultures, on va valoriser la retenue des émotions, le contrôle émotionnel, alors que dans d'autres, on va plutôt encourager, valoriser l'expression libre des sentiments et des émotions. Prenons l'exemple du Japon, où exprimer ouvertement des émotions négatives, ça peut être perçu comme un manque de politesse ou de l'égocentrisme. Et de même, selon l'éducation familiale, on peut être encouragé à verbaliser ce qu'on ressent ou au contraire à le taire. On ne peut pas passer sous silence l'éducation genrée, où les hommes, par exemple, sont souvent éduqués à être forts, à ne pas pleurer. Cela peut favoriser l'inhibition émotionnelle et donc contribuer à développer l'alexithymie. C'est clair. D'où l'importance en thérapie de repérer ces influences et d'aider le patient à déconstruire ces normes si elles sont pathogènes pour eux. Alors maintenant, parlons de la conscience, cette conscience interoceptive, donc c'est-à-dire la capacité qu'on a à percevoir et interpréter nos signaux internes du corps. Donc, les signaux, ça peut être des battements cardiaques, des respirations, toute sensation de chaleur, de froid. Alors, on distingue souvent trois choses. Alors, la précision interoceptive, qui est la capacité objective à percevoir ces signaux, par exemple, ressentir son rythme cardiaque. Ensuite, il y a la sensibilité interoceptive qui, Linda, est la mémoire subjective dont on ressent et évalue ces signaux. Et enfin, la conscience interoceptive, la capacité à faire concorder la précision et la sensibilité. Et donc, les personnes alexithymiques peuvent présenter des difficultés dans ces différents registres. Elles peuvent elles peuvent soit ne pas percevoir correctement les changements corporels, soit les percevoir sans pouvoir les interpréter comme étant liés à une émotion précise. C'est un vrai enjeu thérapeutique, car sans cette conscience interoceptive, il est compliqué de nommer et d'exprimer ces émotions. Absolument. Et c'est d'autant plus marquant dans certains troubles comme dans l'autisme ou dans les troubles de comportement alimentaire. On sait que dans le trouble du spectre autistique, il existe souvent une surcharge sensorielle. L'individu est bombardé d'informations sensorielles, ce qui rend difficile la discrimination des signaux corporels habituels, de ceux liés à une émotion précise. Oui, donc il y a l'hyper- et l'hyposensibilité aux stimuli qui perturbent la capacité à repérer des schémas de sensations internes. D'où parfois la difficulté aussi à identifier, voire anticiper une montée d'anxiété et de colère. C'est un phénomène qu'on pourrait qualifier de déconnexion, mais qui n'est pas volontaire. C'est juste que le système est saturé. Alors, dans les troubles de comportement alimentaire, on observe aussi une conscience interoceptive qui est perturbée. Par exemple, dans l'anorexie, la personne ne ressent plus la faim et où elle va percevoir la faim, mais d'une façon déformée. Elle a rapidement l'impression d'être rassasiée, alors que son organisme manque cruellement d'énergie. Exactement. Et dans la boulimie, c'est l'inverse. La sensation de satiété est peu ou mal perçue, ce qui engendre des crises de suralimentation. Alors, prenons l'exemple de Sophie qui souffre d'anorexie. Elle dit ne pas sentir la faim. Et dès qu'elle mange, même un raisin, elle a l'impression d'avoir trop mangé. À l'opposé, il y a Paul qui fait les crises de boulimie. Il ne perçoit ni la faim ni la satiété et il se remplit littéralement de tout ce qu'il trouve. Ces deux tableaux illustrent bien, Linda, la même problématique, une conscience interoceptive défaillante. Les signaux corporels ne sont pas correctement interprétés, ce qui entraîne des comportements alimentaires inadaptés, voire dangereux. Et au-delà du diagnostic, c'est donc important de prendre en compte l'alexithymie et la conscience interoceptive dans la stratégie thérapeutique. Tout à fait, Linda. En TCC, on peut introduire des exercices spécifiquement dédiés à l'exploration sensorielle.
apprend à reconnaître son rythme cardiaque, à distinguer la faim de l'ennui ou l'angoisse du simple stress. C'est ça, et on va encourager les patients à observer, à nommer leurs sensations corporelles, à mettre des mots sur les émotions. Donc, à établir ils peuvent établir des journaux de bord où ils vont noter des moments clés de la journée avec ce qui s'est passé dans ces moments-là et ce qui s'est passé dans leur corps à ce moment. Et la psychoéducation joue aussi un rôle énorme. Quand on explique à un patient comment fonctionnent les systèmes limbiques, l'amygdale, l'hippocampe, ou encore comment le système nerveux autonome se met en branle, on lui donne les clés pour comprendre les réactions. Tout à fait. Et cela peut avoir un effet désinhibiteur. Le patient réalise que ces émotions ne sont pas un caprice, ni quelque chose de totalement irrationnel, mais un ensemble de mécanismes neurophysiologiques dont il peut apprendre à moduler l'impact. Et en fin de compte, Linda, la connaissance de ces bases biologiques et de l'impact de la conscience interoceptive nous pousse vers l'objectif ultime de la TCC. Aider nos patients à mieux réguler leurs émotions pour vivre un quotidien plus serein. Oui, et rappelons-le, les émotions sont des messagers essentiels. Sans la peur, nous serions inconscients du danger. Sans la tristesse, nous ferions peut-être pas le deuil des choses que nous avons aimées. Et sans la colère, nous défendrions peut-être pas nos limites. Et le but n'est pas d'éradiquer les émotions, évidemment, mais de mieux les apprivoiser. Exactement. Et pour y parvenir, on travaille sur la prise de conscience de l'origine de l'émotion, la compréhension du rôle des pensées automatiques aussi, et donc la régulation des sensations corporelles par le biais de techniques de relaxation, de méditation de pleine conscience ou d'autres exercices comportementaux. Eh bien, quel périple, Linda! On a voyagé au cœur du cerveau, exploré le système limbique, le système nerveux autonome, le système d'activation réticulaire. On a parlé de la façon dont les émotions se manifestent dans le corps, de l'importance de les identifier, de la lexithymie et de la conscience interoceptive. Oui, et tout ça, ça forme finalement un fil rouge qui éclaire notre pratique en TCC. Quand on sait que chaque émotion a son propre pattern corporel, qu'elle mobilise des structures cérébrales spécifiques et que l'interoception est centrale dans la reconnaissance émotionnelle, alors on comprend mieux comment accompagner nos patients. Bien dit, Linda. Et je pense que nos collègues auditeurs vont pouvoir intégrer ces connaissances dans leur travail quotidien. Psychoéducation, exercice d'auto-enregistrement, focus sur l'interoception, identification des croyances associées. Avant de nous quitter, chers auditeurs, alors rappelez-vous que la plasticité cérébrale permet heureusement d'améliorer ces processus, qu'il s'agisse de TCC ou d'autres thérapies psychocorporelles, ou même des traitements médicamenteux dans certains cas. Il existe toujours des pistes pour aider nos patients à renouer avec leurs émotions et à mieux les réguler. Et sur ces belles paroles, merci Linda pour ces explications toujours aussi élégantes. Merci à toi, Pierluigi, pour tes remarques toujours pleines de vivacité et d'humour. Oh, pas trop non plus aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés et nous espérons que cet épisode vous a éclairé et on espère vous retrouver bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir, à la prochaine.